La Guyane est une région française d'outre-mer située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Avec un réseau hydrographique d'environ 35 000 km pour les seuls principaux cours d'eau et un linéaire de côte de 350 km, l'eau constitue à la fois un patrimoine naturel très présent et d'une grande richesse, et est ainsi le principal vecteur de biens, de richesses, mais également de risques. En effet, la population inégalement répartie sur le territoire est majoritairement concentrée sur le littoral et le long des grands fleuves frontaliers. À la vue de l'instabilité de la bande littorale, située à moins de 2 mètres d'altitude, et des événements extrêmes récents vécus par les cours d'eau, le changement climatique pourrait mettre en péril les populations ainsi que la biodiversité locale. C'est dans ce cadre que le projet SCO-OFIS a mis en place en 2023 une plateforme de suivi hydrologique des principaux fleuves guyanais en temps réel. Ces informations essentielles permettent aux services de l'État et du territoire, ainsi qu'aux acteurs de la société civile, d'analyser les risques liés à un excès ou à un manque d'eau dans les cours d'eau, et de planifier ainsi des déplacements et ou des interventions. Sur les grands fleuves, elles viennent compléter un réseau d'observation in situ soumis aux fortes contraintes du milieu amazonien et apportent des estimations inédites sur des fleuves non monitorés. Cette plateforme a été réalisée grâce à la collaboration des laboratoires et instituts de recherche dont les travaux alimentent la plateforme, des utilisateurs impliqués dans le design et la validation de la plateforme, ainsi que des PME qui opérationnalisent la plateforme ou qui analysent le modèle économique et élaborent une interface vers l'utilisateur. Les débits des cours d'eau sont calculés par le biais d'un modèle hydrologique et hydrodynamique, nourri en temps réel par des précipitations par satellite et dont la précision est vérifiée à l'aide de données recueillies sur le terrain. En temps réel, les sorties du modèle sont améliorées en incorporant des estimations de débit obtenues par altimétrie. Elles fournissent des observations de la hauteur d'eau qui sont converties en débit par le biais de courbes de tarage estimées au préalable. Des prévisions court terme sont également produites à chaque pas de temps. Le projet OFIS joue un rôle fondamental en tant que principal fournisseur d'informations et de données pour la plateforme d'alerte Sagui. Les résultats sont présentés de manière accessible via une carte globale qui offre une visualisation colorée de l'état des cours d'eau et un dashboard simplifié. De plus, plusieurs onglets de navigation permettent d'accéder à différents indicateurs hydrométéorologiques tels que le débit, les précipitations et la qualité de l'air, et un service mail personnalisable diffuse les alertes quotidiennes. Le projet OFIS se révèle être une avancée significative dans le domaine de la surveillance hydrologique des cours d'eau en Guyane. En fournissant des données en temps réel, validées et améliorées grâce à des techniques avancées, il joue un rôle essentiel dans la gestion des risques liés aux variations du niveau d'eau. Dans une prochaine phase du projet, différents horizons de prévision pourront être mis en œuvre, moyen terme, saisonnière et à l'horizon 2050-2100, et la plateforme déployée sur d'autres territoires. Bonjour à tous. Ben voilà, donc je vais parler brièvement parce que bon, je trouve que la vidéo est vraiment assez explicite sur le contenu du projet. Je vais reprendre quand même quelques informations de ce projet-là, donc notamment sur la donnée spatiale, donc comment est-ce qu'elle est utilisée et quel type de données on utilise. Alors, pour revenir sur la base, donc la donnée, elle est produite, l'information de hauteur d'eau et de débit est produite à travers d'un modèle hydrologique. Et ce modèle hydrologique, il se nourrit de différents types de données spatiales. Donc, il y a notamment tout ce qui est couvert végétal et les modèles de terrain qui sont les bases du modèle hydrologique, hein, qui sont des données statiques. Donc, elles sont vraiment utilisées une seule fois en amont pour la construction du modèle et pour sa mise en place. Et puis, on a de l'autre côté les données dynamiques. Donc, ce sont notamment les informations de précipitation qui sont disponibles en temps réel et les données de hauteur d'eau également. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà, ici, dans cette phase du projet, on a utilisé les données donc, de l'agence spatiale japonaise, donc, les données GSMAP, qui font partie du groupement GPM, hein, Global Precipitation Measurement. Et donc, ils sont disponibles à différents pas de temps, du pas de temps horaire au pas de temps journalier. Donc, c'est ce qu'on utilise actuellement, en temps réel, voire en nowcast, donc avec quelques heures d'avance. Et surtout que ce sont des données donc, qui sont gratuites, qui sont accessibles à tous hein, via des API et qui proposent une couverture globale. Donc, dans le cadre du projet Office, on a testé les différents jeux de précipitation les plus utilisés, hein, donc IMERG, GSMAP, MSWeb, etc.
Et on s'est rendu compte que c'était ce produit-là qui nous permettait d'avoir la meilleure estimation de l'état des cours d'eau en temps réel. Donc, on a conservé ce produit. Suivante. Et donc, la donnée qui est fondamentale maintenant pour le produit, ce sont les hauteurs d'eau. Alors, les hauteurs d'eau donc, qui sont fournies dans HydroWeb jusqu'à maintenant et bientôt qui seront dans HydroWeb Next, comme Nesta a pu le montrer, hein. Donc, ce sont les données de hauteur d'eau des différents satellites opérationnels, donc à savoir Sentinel-6 et Sentinel-3A et 3B. Donc, elles ont été utilisées à deux moments dans ce projet, notamment sur la phase amont, où on a récupéré donc, toutes les données sur la période historique, donc passée, hein, disons de 2010 à 2022. Et on a calculé aussi, on a fait tourner le modèle, on a calculé des débits aux mêmes endroits que ces observations de hauteur d'eau. On a deux exemples ici, un sur l'Oyapock et un sur le Maroni. Et donc, grâce à cette jonction de données de simulation de modèles et de hauteur d'eau, on a construit des courbes de tarage. Ces courbes de tarage, vous le verrez, elles seront utilisées par la suite dans un schéma d'assimilation, justement, pour corriger l'état du modèle. Et donc, en temps réel, ces données, elles sont utilisées donc, justement dans ce modèle-là, en temps réel, pour corriger l'état estimé du modèle. Donc, slide suivant. Donc voilà, là, il y a un schéma un petit peu de ce qui se passe et de ce que contient du moteur de la plateforme, hein, qui permet de produire des informations de débit sur l'ensemble du territoire de Guyane. Donc, on a les entrées dont j'ai parlé, les précipitations, les données hydrométéorologiques que je n'ai pas évoquées, mais c'est notamment les observations de climat, de vent, de pression, de température. Et on a donc les hauteurs d'eau par satellite, issues des missions Copernicus, qui sont converties en débit via des courbes de tarage. Et donc, à partir du run du modèle en temps réel, qui a ses défauts parce que les produits de précipitation notamment, ils ont tendance ils sont imparfaits, hein, c'est normal, ce sont des données temps réel, donc ils n'ont pas eu le temps d'être corrigés. Ce sont vraiment des données qu'on essaie d'utiliser pour avoir une information le jour même de l'état du bassin. Donc, on utilise les hauteurs d'eau qui sont assimilées par un schéma d'assimilation à l'intérieur du modèle et qui viennent corriger donc en différents points, aux différents points de passage du satellite, les débits en temps réel. Suivant. Donc, ce projet, comme ça a été évoqué, il est maintenant terminé, hein, donc il faisait partie de la promotion 2021 des projets labellisés par le SCO. Donc, les différentes étapes, je reviens dessus rapidement, mais la première étape, ça a été la mise à place du modèle sur l'ensemble des bassins de versants de Guyane. Là où c'est intéressant, c'est on est capable de représenter, grâce à ces données spatiales, des informations donc, de niveau et de débit sur des rivières qui sont suivies par des données in situ, même si ces données in situ, voilà, elles ont des failles, notamment en raison du contexte amazonien, mais aussi sur des rivières qui ne sont absolument pas équipées de réseaux in situ. Donc, c'est là que c'est très intéressant. Donc, au cours du projet, il y en a eu plusieurs missions en Guyane, notamment une en 2022 assez importante, où on est remonté sur tout le Maroni pour faire des mesures des mesures d'ADCP, des mesures de l'INDO, et pour vérifier que notre modèle était adéquat pour la représentation des débits. Et puis, il y a eu des déploiements en version bêta, la création des indicateurs et du système d'alerte, et puis les échanges avec les partenaires sur place pour vérifier la pertinence de la plateforme. Suivant. Donc concrètement, si vous rentrez sur la plateforme aujourd'hui, elle est en phase de production. Donc on a tous les jours une nouvelle production d'informations. Donc on a des prévisions de l'évolution des débits à venir sur les 10 prochains jours. Et on a différentes représentations. Alors le SCO, donc c'est Space Climate Observatory, donc c'est le lien avec le climat. Et donc on a choisi de montrer l'évolution des débits sur les prochains jours par rapport à des périodes de référence. Donc, vous voyez ici on peut choisir la période de référence à laquelle on veut comparer nos débits actuels. Et donc, grâce, encore une fois, à des produits de précipitation par satellite qui remontent jusqu'aux années 1980, on a pu, et grâce aux données in situ qui nous ont permis de corriger le modèle, on a des informations entre 1980 et 2020, des débits aux différents points qu'on suit. Et donc, ça nous permet de vérifier l'anomalie. Alors ici, par exemple, c'est une anomalie positive. Donc, on voit qu'on est au-dessus de la courbe de référence, qui est la courbe verte. Donc, on a plus d'eau, plus de débit, hein, en cette période par rapport à ce que c'était sur la période moyenne 2010-2020. Suivant. Donc,
Ça, c'est une page assez importante parce que c'est un projet, c'est pas un projet qui a été créé tout seul et voilà, qui fonctionne tout seul. Il y a vraiment des liens forts avec, donc ça a été évoqué notamment dans la vidéo, avec les laboratoires de recherche à Toulouse, hein, ce sont beaucoup de méthodes qui ont été co-développées avec les laboratoires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des méthodes libres et gratuites. Donc, tout est vraiment open source. Et je crois que c'est un des critères importants du SCO, c'est que ce sont des choses réplicables et ouvertes pour la science. Donc, la plateforme et le système d'alerte, ils ont également été cofinancés par le plan de relance, hein, le volet spatial du plan de relance. Donc, c'est au travers du projet SAGI. Et puis, on a eu de la chance de pouvoir se déployer plusieurs fois. En fait, il y a eu une mission qui a été faite dans le cadre de ce projet, mais on a eu vraiment plusieurs missions de terrain grâce notamment au contexte de Calval, donc de calibration et validation dont Nicolas parlait, hein, dans le cadre de SWOT et du projet Street Art avec l'Agence spatiale européenne. Beaucoup de données produites, notamment les données altimétriques, ont également été produites dans le cadre de différents projets qui impliquent le CNES et l'IRD. Et puis, enfin, une utilisation intéressante, en plus des utilisateurs qu'on avait identifiés à la base du projet, voilà, il y a des discussions pour que les sorties du projet soient insérées dans un bulletin hydrologique, donc un bulletin hydrologique qui est créé dans le cadre du projet Bioplateau, dont la deuxième version va bientôt démarrer, et donc où les sorties du projet seront utilisées. Dernier suivant, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, pour conclure, ce projet nous a permis de créer un premier démonstrateur d'hydrologie spatiale opérationnelle, hein, vraiment avec des méthodes assez simples et robustes, donc qui fonctionnent en temps réel et qu'on peut répliquer sur d'autres territoires. C'était vraiment quelque chose qui était important d'utiliser des choses à la fois qui sont issues des laboratoires, donc qui sont un peu ce qui se fait de mieux, mais qui sont suffisamment consolidées pour qu'on soit capable de les utiliser dans une plateforme opérationnelle. Hein, je pense notamment voilà, au schéma d'assimilation. Pour l'instant, on assimile uniquement les données de débit par altimétrie, mais évidemment, le schéma d'assimilation, il est fait pour accepter d'autres types de données, notamment, je reviens sur la question précédente de la personne des voies navigables de France. Évidemment, s'il y a de la donnée in situ disponible, on doit pouvoir, dans ce genre de plateforme, l'utiliser pour améliorer encore la qualité des sorties sur l'ensemble des bassins versants. Et donc, voilà, nous espérons, on travaille actuellement à une proposition du déploiement de la même méthode, de la même plateforme sur d'autres territoires, à nouveau dans un cadre SCO notamment. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, voilà, parfait, le micro est coupé. Du coup, on peut passer à la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit lever la main directement via Zoom ou alors démuter votre micro. Merci. Hein. La plateforme est consultable. Oui. Avec le lien qui est ici. Hein. Je vous invite à y aller parce que c'est vraiment très opérationnel. J'ai encore la parole, vous m'entendez? Oui, c'est Oui. quelque chose que je n'ai pas forcément dit, mais effectivement, elle est évidemment consultable et surtout, il y a une API qui permet, donc c'est notamment ce que tu disais, Frédéric, et que Nicolas évoquait aussi, à n'importe qui, voire à d'autres sites de regroupeurs de données, de récupérer les informations et de les remettre dans un service un petit peu global. Oui. Alors, je vois qu'on a une question d'Isabelle. Oui, merci. Vous dites que ce serait applicable à d'autres territoires. Il faudrait viser des rivières de quelle largeur minimum? Alors, cette question des largeurs de rivière, elle est toujours, pour moi, ça dépend fortement de la qualité des produits de précipitation sur la zone. Là, dans le cas des plateaux de Guyane, par exemple, on a vu que sur des largeurs d'une trentaine de mètres, on arrivait à avoir des résultats assez probants, notamment sur des zones qui n'étaient pas suivies. Donc, on a eu du mal à vérifier les informations, mais tant qu'on considère que les produits de précipitation représentent suffisamment bien les processus et qu'un modèle hydrologique peut également faire le travail, il n'y a pas vraiment de limitation intrinsèque à ces
à cette méthode, en fait. C'est vraiment la question, c'est la qualité de données disponibles. S'il y a un petit peu d'in situ, notamment de précipitation in situ, ça peut aider aussi à corriger les produits satellitaires. Donc, c'est vraiment une question plus de la qualité des données disponibles que de limites intrinsèques des méthodes. Ok, merci. Avec plaisir. Peut-être que tu en as parlé, Adrien. Mm. L'intégration de données SWOT en tant que démonstrateur ou autre. Enfin, tu en Alors, as parlé ou pas? non, j'en ai pas du tout On parlé. n'en a pas parlé. Enfin, voilà, est-ce que c'est envisageable, vu que Nicolas en a parlé tout à l'heure? Oui, c'est tout à fait envisageable. Donc, une des entreprises avec lesquelles on a travaillé sur cette plateforme, qui est Magellium, a déjà fait des tests d'intégration de données SWOT dans cette plateforme en temps réel, hein, qui s'appelle IFA. Et donc, les résultats ont été assez probants. Évidemment, on n'est pas encore au niveau là, de faire de la simulation en temps réel de ces données-là, parce ça soulève certaines questions en termes de capacité et surtout encore une fois, de comment est-ce qu'on mélange les données altimétriques radar classiques et la donnée SWOT. Mais clairement, voilà, c'est des choses auxquelles on pense parce qu'on est conscient, notamment sur ce genre de territoire où il y a beaucoup de rivières qui ne sont pas suivies, que la vision vraiment globale de SWOT va nous apporter beaucoup. Donc, il y a des choses, oui, il y a des études en cours là-dessus. Je vois qu'on a une question de Anne. Oui, bonjour. Merci. Donc, Anne Dubois, Herzeli Agro. Adrien, il me semble que vous avez parlé de couvert végétal en entrée dans le projet. En tout cas, ce sont les données d'entrée et je me posais la question du rôle qu'elles ont. Alors, merci pour la question. Donc, oui, le couvert végétal, il est utilisé vraiment lors de la construction du modèle. En fait, c'est un modèle hydrologique et hydrodynamique. Donc, pour la partie hydrologie, le couvert végétal va avoir un rôle en fait sur le calcul de l'évapotranspiration et de l'eau qui reste à écouler, hein. Donc, la quantité, l'indice foliaire, par exemple, la hauteur des arbres, etc., va avoir un rôle sur le calcul de l'eau qui est interceptée par la végétation, du pourcentage de cette eau qui réussit à atteindre le sol, etc. Donc, c'est vraiment Donc, sur l'aspect hydrologie du modèle. donc, vous avez des modèles. Vous avez aussi développé des modèles. Alors, c'est un modèle qui a été développé. Donc, le modèle qu'on utilise, qui est un peu le cœur voilà, physique de la plateforme, c'est le modèle MGB, donc qui a été développé initialement au Brésil par des collègues brésiliens, déployé fait spécifiquement pour le bassin amazonien à la base, et qu'on a déployé donc avec eux sur beaucoup de territoires, donc en Amérique du Sud et en Afrique, et donc qui est assez versatile, donc on peut déployer dans différents contextes, à la fois semi-arides, à la fois amazoniens, et qui a l'avantage d'être, on a une collaboration forte avec cette équipe de recherche, et c'est un modèle libre et gratuit, donc on peut un peu rajouter les modules qui nous intéressent dedans. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. On avait encore un petit peu de temps s'il y a d'autres questions. Il y a une question dans le chat, me semble-t-il. Oui. Ah ben, du coup, Guy, est-ce que vous voulez la partager à voix haute? Oui, je voulais demander à Adrien, d'abord en le remerciant beaucoup pour sa présentation, si on a des résultats assez probants sur des gammes de débit assez larges, depuis des étiages que je peux imaginer assez faibles dans ces territoires, jusqu'à des crues qui peuvent aussi être très importantes. Bonjour, merci de votre question. Alors oui, le modèle, on l'a calé, donc on l'a calibré à la fois pour bien répondre aux problèmes de crue, parce que c'est un des problèmes majeurs actuellement en Guyane. Mais effectivement, on a aussi vérifié qu'en étillage, il se comportait bien. Donc, l'avantage, je dirais, pour les étillages sur la Guyane, c'est que les produits de précipitation par satellite étaient aussi assez pertinents. Donc, ils arrivaient à voir en gros l'arrêt des pluies, hein, globalement. Donc, on a réussi à bien représenter cette question de la redescente en étillage. Après, les limites de ce genre de modèle, c'est vrai que c'est souvent d'être plus capable de mieux représenter une partie du cycle hydrologique. Et là-dedans, justement, le fait qu'on assimile des données, pour l'instant seulement des données spatiales, mais potentiellement des données in situ aussi, nous permettrait d'améliorer encore cette représentation vraiment de l'ensemble de l'hydrogramme.
Merci. Avec plaisir. Alors, très bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir, et je vous remercie tout cela de côté SCO également, hein, du suivi et de l'accompagnement qui est fait dans ces projets. C'est vraiment très, très important pour nous, et ça donne une grande valeur à ces différents types d'applications. Merci à toi et à tout le consortium parce que c'est vraiment un très beau projet qui est vraiment l'archétype en fait d'un projet SCO. Voilà. Donc merci.